Au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio bien sûr, et vous les auditeurs au 0826 300 300. Les dernières minutes du match France-Angleterre, c'est le tournoi destination féminin. Les Françaises ont 14 points de retard, elles ont encore 8 minutes 30 pour marquer 2 essais et pourquoi pas créer l'exploit, on l'espère. En tout cas, on va parler de rugby bien évidemment. On sera ensemble ce soir avec la suite de la 22e journée, Clermont face au Stade Français, mais on va s'arrêter aussi avec notre invité sur une des expositions qui nous fait des compétitions qui nous fait vibrer sur l'antenne. Exposition aussi. C'est la Champions Cup et c'est le directeur général de l'EPCR, l'organisme qui organise la Champions Cup et la Challenge Cup. C'est Jacques Reynaud qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors voilà, pendant que les championnats domestiques sont en train de vivre des moments pleins de suspense, vous préparez les demi-finales et ça s'annonce quand même assez grandiose côté Champions Cup, notamment avec ce Toulouse Harlequins, ça sera le 5 mai, précédé du Leinster Northampton de mémoire. Effectivement, c'est le point d'orgue de la saison, les demi-finales et puis les finales. Nous avons vendu les 33 000 places de Toulouse en 20 minutes et les 82 000 places de Croke Park en 3 heures. Donc il y a un engouement extraordinaire pour les demi-finales de l'Investec Champions Cup. Et puis, nous regardons aussi, bien évidemment, ce qui se passe côté Gloucester et côté Sharks, puisque il y a pour la première fois des Sud-Africains en demi-finale de la Champions Cup. Et puis Gloucester et Clermont toutes les deux équipes ont déjà 3 titres, peuvent en mettre une quatrième coupe dans leur vitrine. Donc c'est effectivement une fin de saison qui s'annonce extraordinaire. Est-ce que l'engouement que l'on connaît à Toulouse, là, ce que vous avez décrit, est le même du côté de Dublin pour le Leinster ? Écoutez, oui, puisque le Leinster, qui joue dans son stade de RDS en général, se délocalise de temps en temps à la Viva, comme le Toulouse se délocalise de Annest Wallon au Stadium. Et là, ils sont allés, et nous avons choisi avec eux, Croke Park, qui a 42 000 places, qui normalement est un stade, le dernier match de rugby qui s'y est joué, c'est 2009. C'est l'antre des sports gaéliques en Irlande, et c'est normalement réservé pour ces disciplines-là, et donc c'est un grand honneur pour l'Investec Champions Cup de pouvoir être le premier match de rugby avec les demi-finales de l'Investec Champions Cup qui retourne à Croke Park devant 82 000 spectateurs. Alexandre Priam pour Jacques Reynaud, directeur général de l'EPCR sur Sud Radio. Alors il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien aborder avec vous, Jacques Reynaud. Déjà, ça fait désormais 2 ans que les clubs sud-africains ont intégré la Champions Cup. Est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de l'intégration de ces clubs sud-africains en Champions Cup ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est effectivement, nous avons 4 franchises et une 5e, mais les Toyota Cheetahs sont basés à Amsterdam et font déjà un parcours un petit peu particulier puisqu'ils choisissent de jouer leur saison européenne à Amsterdam. Donc, je vais me concentrer sur les franchises vraiment qui jouent au domicile. Alors, nous regardons ça sous 3 angles différents, l'élément sportif, l'élément commercial et puis, on va dire, l'élément prestige du tournoi. Et le bilan est globalement positif. Nous avons, je crois que tout le monde est d'accord que les franchises sud-africaines ont mérité ou amplement mérité leur place dans la Champions Cup et la Challenge Cup. Elles se sont arrêtées 2 fois en quart de finale, mais déjà les Sharks en Challenge Cup vont pour la première fois en demi-finale. Donc on va voir, mais sportivement c'est une très belle réussite. Financièrement, nous avons élargi, si vous voulez, un marché, la Champions Cup et la Challenge Cup à un autre marché cœur, un grand marché du rugby qui est l'Afrique du Sud. Nous avions le Royaume-Uni, la France et l'Italie comme marchés principaux. Nous avons fait l'Afrique du Sud et puis l'année dernière nous avons fait la Géorgie aussi. Mais donc d'un point de vue de l'expansion du tournoi et d'un point de vue des retombées financières, c'est bon. Et puis d'un point de vue du prestige du tournoi, ça nous a permis aussi d'étendre la diffusion télévisuelle
télévisuels de la Challenge Cup et de l'Investec Champions Cup. Nous sommes aujourd'hui repris dans 100 pays. Donc voilà. Il faut dire aussi, pour être tout à fait honnête, que c'est pas toujours facile d'un point de vue de la logistique et des transports, et que voilà, ce sont des critiques que nous écoutons avec attention. Là, par exemple, récemment, je dois dire que les huitièmes et les quarts à une semaine d'écart et avec des transports dans les deux sens, c'était peut-être pas l'idéal, et c'est quelque chose que le chairman du board de l'EPCR, l'Écossais Dominic Mackay, nous a demandé de revoir avec le comité du Sporting and Tournament Committee. C'est intéressant parce que effectivement, on a voilà des membres de staff de clubs français qui parfois nous disent que les déplacements en Afrique du Sud sont extrêmement coûteux en termes d'énergie pour les clubs. À titre de statistique, je pense que vous l'avez aussi. Il y a qu'un seul club français qui s'est imposé en Afrique du Sud sur ces 2 dernières années, c'est La Rochelle, 1 victoire sur 7. Et puis les Anglais ne se sont jamais imposés du côté de l'Afrique du Sud, et on est même allé un petit peu au-delà. Les clubs français, quand ils vont en Afrique du Sud, ils ne remportent jamais le match suivant, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Preuve quand même de la difficulté que c'est de se déplacer en Afrique du Sud avec toute la logistique que vous avez mentionnée. Mais c'est exactement la même lecture pour les clubs sud-africains qui sont aussi en difficulté et eux de façon régulière du fait de devoir venir en Europe. Et forcément, on a eu des supporters français, évidemment, c'est un prisme très français, de dire que lors de la phase de poule, eh bien, ce serait inégal pour les clubs du RC de ne pas avoir à se déplacer en Afrique du Sud quand on voit l'impact que cela a. On rappelle que dans les règlements pour les auditeurs, seuls vous pouvez affronter que des clubs d'autres championnats. Ce qui fait donc que le Leinster, le Munster, le Ulster, le Connacht, Édimbourg, Glasgow, enfin voilà, tous ces clubs-là ne vont pas en Afrique du Sud en phase de poule et peuvent peut-être capitaliser sportivement sur ces déplacements coûteux qu'ils n'ont pas à faire. Jacques Reynaud. Alors, Alexandre, c'est bien évidemment quelque chose que nous regardons avec attention. Nous en sommes à notre 2e année. L'URC en est à sa 3e année d'expérience. Donc, on accumule des éléments statistiques, des éléments sportifs, comme vous le disiez. Alors, pour avoir été au match de La Rochelle, au Stormers, aux 2 matchs, ça a été incroyable, extraordinaire, et je suis ravi que ce soit un club français qui était le premier à remporter en terre sud-africaine un match. Il est vrai que nous avons beaucoup de retours, que c'est vrai, il y a des défis, mais on a aussi énormément de retours positifs en disant que c'est une expérience humaine extraordinaire, c'est une expérience rugbystique particulière, de jouer un peu plus en altitude, de jouer dans des températures différentes en hiver. Donc nous avons aussi de très très bons retours si je regarde du côté de l'URC, qui, je répète, ont une année d'avance, ils ont réussi petit à petit à harmoniser le calendrier, à minimiser les voyages en faisant des blocs de 2 semaines. Et donc ça fait partie des choses que nous regardons pour peaufiner la formule, qui globalement, je le répète, reste extrêmement positive par son apport financier, par son élévation sportive et par le rayonnement encore plus global de l'Investec Champions Cup et les Challenge Cup, dont je rappelle que c'est quand même la plus grande compétition de rugby de club du monde. Jacques et Alexandre, bien sûr, réaction de Johan sur l'élévation sportive. Est-ce que toi tu le ressens comme ça? Est-ce que les franchises sud-africaines ont permis à la compétition effectivement de s'élever? Moi je pense que c'est la nouvelle compétition dans sa formule en entière, où on n'a pas le droit, ou très peu le droit à l'erreur. Donc du coup, on peut pas faire d'impasse ou se dire on ira gagner là. Tous les clubs jouent à 100% parce que chaque point est d'autant plus important, parce que il y a très peu de rencontres et tout le monde veut finir maintenant dans les meilleurs premiers. Donc ça a été vraiment élévateur vis-à-vis de la compétition. Après, de dire que les clubs sud-africains ont apporté une réelle plus-value sur les clubs européens, je ne pense pas, sincèrement, mis à part parce que les Sud-Africains jouent aussi en même temps 2 compétitions. Et des fois, les Sud-Africains jouent la veille, je crois, leur championnat respectif, et donc ils sont obligés aussi d'avoir deux équipes. Oui. Philippe Spanghero, réaction au propos de Jacques Reynaud et à celui de Johan Huget. Non, moi j'ai toujours la déformation
marketing, commercial. Économique. Je pense que ça a ouvert une voie. Ça a ouvert une voie clairement cette arrivée de l'Afrique du Sud. Pour moi, le PCR avait un problème. On en a parlé régulièrement ces dernières années. C'était un changement de formule trop fréquent, et puis un enjeu aussi peut-être sur la visibilité, les prochaines droits télé. Ça, c'est un sujet dont on peut parler après. Aujourd'hui, je crois que d'un point de vue marketing, de l'offre globale, les Sud-Africains renforcent le produit. Ça, c'est indéniable. Au-delà du sportif, comme le disait Jacques, ils ont aussi gagné le droit d'être là, et légitimement, il y a plus de débat sur le fait qu'ils soient là sportivement et de savoir s'ils le méritent. Après, ce que je pense, c'est qu'on est dans l'ère de la surcommunication. Là où le PCR s'est peut-être un peu trompé, et dans les grands enjeux de demain, c'est clairement la dimension écologique, environnementale. Il y a eu quelques aberrations, ils ont dit qu'ils travaillaient dessus. Et ça va devenir un enjeu prégnant, parce que les gros sponsors vont avoir de plus en plus de pression sociale et sociétale à s'engager si on montre pas patte blanche. Donc l'initiative des Sharks, qui acceptent quand même, en recevant une demi-finale, de pas la jouer à domicile pour la jouer à Londres, ça c'est super intéressant, et il faudra trouver des solutions pour régler ça. Et si on règle ça, je pense qu'on a la capacité à avoir une très grande compétition qui prenne vraiment sa place, comme elle l'avait malheureusement un peu perdu ces dernières années avec ces changements de formule et cette période Covid qui a été quand même une période un peu de flottement. Jacques Reynaud, directeur général de l'EPCR, réaction à ces propos, autant sur le de Johan que de Philippe. Écoutez, je suis ravi que les deux, Johan et Philippe, plébiscitent la nouvelle formule. Nous y avons travaillé beaucoup pour stabiliser une nouvelle formule après effectivement les errements du Covid. Je rappelle que on a perdu un week-end, donc on est à 8 week-ends au lieu de 9, on commence en décembre et non plus en octobre. Tout ça, ce sont des reliquats des différents changements de Covid. Donc nous avons choisi de faire effectivement une formule en revenant aux formules au pool, en revenant à 4 rencontres qui soient des clubs différents, non pas deux clubs à la maison et à l'extérieur, et avec un enjeu principal sur la phase de poule effectivement et au-delà, c'est le ranking qui permet de jouer à la maison. Donc effectivement, je suis content que des observateurs avertis comme Johan et Philippe le plébiscitent. En ce qui concerne les enjeux écologiques, comme toute organisation sportive qui est un peu un cercle volant qui déplace beaucoup de monde, nous déplaçons 1,3 million de spectateurs dans les stades et nous déplaçons 42 équipes. Nous sommes très attentifs. Donc nous avons lancé un programme qui s'appelle Impact, qui a un objectif triple. C'est un objectif d'abord de mesurer, de réduire et de compenser notre empreinte carbone. Donc cette saison sera notre première saison. Nous avons à peine publié notre premier tableau de bord et nous avons déjà des bonnes indications comment réduire de 10% par an dans les prochaines années notre empreinte carbone. Et un des éléments qui, je crois, a été signifié par Philippe, c'est l'harmonisation des calendriers pour minimiser les déplacements coûteux et favoriser le train par rapport à l'avion, ou faire des blocs de 2 semaines de manière à ce que les équipes soient sur place dans un hémisphère nord ou sud pendant 2 semaines et limiter ainsi l'empreinte carbone. Donc c'est un sujet stratégique pour le PCR, comme je crois pour beaucoup de fédérations et sportives ou d'organisateurs sportifs, et nous l'avons pris à bras-le-cœur, et ça sera notre première année vraiment où nous aurons mis la main sur ce vrai sujet écologique qui, comme le rappelle Philippe, c'est non seulement ça me tient à cœur à titre personnel, mais nous avons effectivement beaucoup de nos partenaires, que ce soit sponsors, que ce soit télévision, que ce soit club, qui nous posent la question, qui nous demandent et qui, comment dirais-je, sont aussi alignés sur cette volonté de faire attention à l'environnement, malgré le fait que nous sommes un organisateur d'événements sportifs qui bougent les gens. Oui, qui bougent les gens et qui bougent de formule. Est-ce que cette formule va rester, celle des poules, et quand, on va dire, vous allez basculer vers le championnat du monde des clubs, et comment ça va s'opérer, Jacques Reynaud? Déjà, ils ont décalé la compétition en décembre, donc ça laisse un peu plus de temps. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on fera les comptes à la fin de la saison. Il faut aussi faire attention. Nous sommes toujours un peu
faisons particulièrement attention à tirer des bilans trop hâtifs dans une saison de Coupe du Monde, qui a quand même un calendrier un peu particulier et qui sollicite les joueurs et les équipes de manière un peu différente. Donc on va tirer les premières conclusions. Il n'y a aucun changement prévu pour la 24-25, donc pour la saison prochaine, dont la finale sera à Cardiff. En revanche, comme je disais, on est en train de regarder si on n'arrive pas quand même à retravailler le calendrier entre les 8e et les quarts de manière à éviter cette fatigue et dans le cas des déplacements. La première année, il n'y avait pas de déplacement d'équipe européenne, c'était les Sud-Africains qui étaient montés. Cette fois-ci, il y a eu dans les deux sens, et donc ça a mis le doigt sur quelque chose. Ce serait peut-être la petite formule, la petite chose qu'on essaierait de toucher si on pouvait le plus tôt possible. Concernant la Coupe du Monde des clubs, c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain temps. On aimerait trouver la quadrature du cercle. On s'en approche. On commence avec le travail avec les top of 14, la Premiership et l'URC. On commence avec les groupes de travail à se rapprocher de la quadrature du cercle. Ce serait effectivement la première édition serait en 2028. Elle serait décalée. Ça veut dire qu'on décalerait les phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup en juin pour faire un tournoi de 4 semaines. Les 8 meilleurs de la Champions Cup issus des poules et les 8 meilleurs de Super Rugby Pacifique, qui s'affronteront en deux tours de poule, une demi et une finale, et toutes les autres équipes qui s'affronteraient dans le cadre d'une Super Champions Cup. Donc la Challenge Cup qui changerait dans cette année particulière et deviendrait une Super Champions Cup. Aujourd'hui, nous avons, je crois, trouvé une formule sportive qui est compatible avec les calendriers, avec le calendrier des ligues, avec, on va dire, ce qu'on appelle le player load, donc la santé des joueurs. On est en train de consulter certains de nos partenaires majeurs télévisuels et sponsors. Et en fonction de ces consultations, on va voir si on arrive à avancer à cet échange de 2028 qui est un petit peu ce qu'on s'était fixé comme premier objectif. Et justement, pardon, oui, Philippe, vas-y. Pardon Alex, excuse-moi de te couper. Je pense que là quand même, sans crier, sans s'avancer trop, on a quand même une formule qui permet de répondre à une problématique quasiment insoluble qui est la nécessité de rajouter des matchs normalement pour les nouvelles compétitions. Et là, il y a quand même une formule qui se dessine, qui permettrait de contenter tout le monde. D'abord de renforcer le produit marketing des Champions Cup et du rugby du Sud et du Super 15 sans rajouter de matchs. Donc là, a priori, on a réussi à contenter tout le monde, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille pas au bout aujourd'hui? Alors, écoutez, alors merci Philippe de ce satisfait. J'en ferai part à mon conseil d'administration. Je crois que tout le monde partage. Non. Enfin, je le dis d'autant plus simplement qu'on a fait plusieurs débats sur le sujet et c'est vrai que ça n'est jamais arrivé. On connaît la problématique d'aller chercher de nouveaux revenus. Le rugby en a besoin et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut créer des compétitions et c'est assez insoluble. Là, c'est quand même assez ingénieux comme formule, donc il faut le souligner. Donc, je me dis que on a répondu aux problématiques de toutes les parties. Oui, alors Philippe, vous avez raison. Effectivement la Coupe du Monde des clubs est en fait substitutive aux 4 dernières dates, aux 4 derniers week-ends de la Challenge Cup et de la Champions Cup. Donc c'est la formule que nous avons trouvée pour ne pas augmenter les dates et faire attention à la santé des joueurs. On est, par contre, pour que ça soit compatible avec les calendriers des championnats Top 14, Premiership et l'URC qui sont nos actionnaires et qui nous fournissent les 42 clubs, il faut qu'on joue en juin. Et donc, en juin 2028, il y a l'Euro pour certains diffuseurs. Il y a certains diffuseurs qui ont déjà d'autres engagements sur les diffusions sportives. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, il faut que nos partenaires globaux, que ce soit Indestec, que ce soit DHL, que ce soit ISG, que ce soit Gilbert, Carpin et Tissot, nous suivent dans cette ambition, qui est d'abord une ambition sportive. Vraiment, c'est quel est le meilleur club au monde. Quel est le meilleur club au monde et comment le déterminer? On prend les plus grosses compétitions et on fait une espèce de Ryder Cup du rugby en essayant de déterminer est-ce que c'est une équipe du Sud, est-ce que c'est une équipe du Nord. Et donc nous, on travaille avec passion là-dessus, mais la tête froide. On a, je pense, résolu le calendrier et l'aspect sportif et la santé des joueurs. Il faut qu'on arrive à trouver la quadrature du cercle économique
et de programmation sportive pour aller de l'avant, et ça va se faire. Vous espérez combien de droits sur une nouvelle compétition comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'économie du rugby? Alors d'abord, c'est quand même la crème de la crème, donc on s'attend à ce que les diffuseurs rajoutent un petit peu au pot, et de même pour les sponsors. Et puis, de même que dans d'autres sports où il y a des coupes du monde du club, je pense au volley, je pense au foot, et d'autres compétitions type le golf, il y a aussi de nouveaux partenaires qui arrivent, et donc et potentiellement aussi de nouveaux diffuseurs. Donc c'est toujours cette volonté de l'EPCR d'innover et de pousser. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est une idée qui vient un peu de Toulouse et un peu de l'Irlande. L'Irlande a la tradition d'inviter des clubs néo-zélandais, et ils l'ont fait encore cette année en invitant des Crusaders qui ont joué une fois au Munster et je crois une fois avec les Bristol Bears. Toulouse avait le Master en fin de saison où ils invitaient des équipes un petit peu qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer. Et donc c'est une idée qui plaît beaucoup, qui est ancienne. Et là, notre travail aujourd'hui, c'est de la structurer, c'est de trouver la quadrature du cercle entre le sportif, l'économique et l'accord avec les diffuseurs et les sponsors. Justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque, Jacques Reynaud, de d'évaluer la Champions Cup quand elle n'est pas sur la formule Coupe du Monde, c'est-à-dire les 3 autres années? Alors une des critiques possibles. Nous pensons que c'est pas une critique de ma part, mais c'est vraiment je me pose la question de comment garder la valeur, quoi. Alors, la Champions Cup, si vous voulez, comme aujourd'hui, la Champions Cup se transformera en Super Champions Cup, puisqu'on prendra les 8 non qualifiés pour la Coupe du Monde de 2 clubs cette année-là, qu'on mettra en Challenge Cup, qui va renforcer la Challenge Cup. Nous pensons avoir trouvé une bonne formule d'avoir une Champions Cup, qu'on appellera cette année-là probablement la Super Champions Cup, assez forte. Et aujourd'hui, comment dire, la difficulté, enfin le challenge sportif de ce Super Champions Cup restera tout à fait à la hauteur de la Champions Cup. Donc on pense qu'aujourd'hui, sur le papier, vous avez raison, c'est une possibilité théorique. On pense que d'un point de vue sportif, on produira un champion européen et on produira un champion du monde des clubs la même année, et on pense que c'est possible. Et on avait invité les auditeurs à poser une question, à nous transmettre des questions. Et il y en a une notamment qui est intéressante. Sur Twitter, on nous a dit, on a invité maintenant un club géorgien, le Black Lion, en Challenge Cup. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir avoir un club portugais, un club espagnol, ouvrir peut-être vers ce qu'il se passe au sein du Rugby Europe, au sein de l'institution Rugby Europe? Alors absolument, c'est une bonne question d'un auditeur qui a l'air de s'y connaître. Alors nous avons dans notre code génétique effectivement l'expansion géographique du tournoi ou des deux coupes, pour populariser et faire grandir le rugby. Et donc la Géorgie a créé cette franchise professionnelle pour alimenter ses ambitions de l'équipe nationale, les Black Lions, et ils jouaient la Super Coupe et ils l'ont gagné plusieurs fois. Et ils avaient besoin de plus de matchs et ils avaient besoin de se frotter à plus élevé. Donc nous avons pris le risque de les inviter. Ils ont demandé à Clermont, ils ont très très bien joué, demandé à Gloucester, ils ont failli les battre, demandé aux Dragons, les Black Lions les ont battus. Donc d'un point de vue sportif, c'est une réussite, et ça nous pousse effectivement à regarder du côté du sud, effectivement, le Portugal et l'Espagne. La petite difficulté qu'il y a peut-être au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on écoute nos collègues de Rugby Europe avec lesquels nous sommes en constant échange sur ce sujet, c'est que là où les Black Lions ont fait le pas professionnel, les franchises espagnoles et portugaises sont encore semi-professionnelles. Donc il y a encore deux, trois choses à régler pour qu'elles aient le niveau pour jouer ces compétitions qui sont quand même plus difficiles que leur compétition domestique ou la compétition de Rugby Europe, de leur propre aveu et de l'aveu de tout, enfin d'un point de vue de tout ce que nous disent les directeurs sportifs qui pratiquent les deux compétitions, Challenge Cup et Rugby Europe. Yoann Huget,
peut-être réagir sur cette perspective des championnats du monde, de Coupe du monde des clubs, je sais pas comment la nommer, mais en tout cas sur ce que nous expliquait Jacques là sur la formule. Toi, l'ancien joueur que tu es, qui a joué à Toulouse, qui était dans cette exigence et cette fuite vers les trophées, est-ce que ça attire forcément? Ça attire, bien entendu. Déjà, juste en Champions Cup, le fait de se mesurer déjà au club sud-africain, ça nous permet, quand on joue, pour la plupart des joueurs toulousains, en équipe de France, de savoir où on en est physiquement. On sait que c'est un rugby très rugueux, très physique. Et le fait de les côtoyer, ça nous permet de nous étalonner en amont des matchs internationaux. Et cette Champions Cup, pour pas que le Stade Toulousain, mais tout joueur qui est compétitif, ça aspire à une excitation de savoir où on en est. Et puis tous les joueurs ne sont pas en équipe de France, tous les joueurs ne sont pas internationaux, donc ces compétitions-là permettent aux joueurs non capés aussi de voir le travail qu'il y a à faire ou le travail accompli pour devenir. C'est beau un titre de champion du monde de club. Ce serait pas mal, ouais c'est pas mal. Philippe Spanghero, Jacques, il a été quand même assez habile. Il nous a pas donné le montant qu'ils attendaient sur les droits de la Coupe du monde des clubs. Toi, t'en penses quoi, Philippe? J'en pense que, en fait, il y aura pas de droit. En fait, de ce que j'en comprends, le vrai intérêt, c'est que ça va servir les deux compétitions, parce que comme ce sera des sponsorings pluriannuels et que forcément ils proposeront pas que cette compétition, l'idée c'est de faire monter la valeur marketing des deux championnats, du Nord et du Sud. Et en disant, une fois tous les 4 ans, il y a ça au bout. Il y a la cerise. Et donc et c'est la cerise. Et il faut absolument le jouer comme ça, parce qu'en faire un produit unique, ça fonctionnera pas. Après, il y a tout ce qui va se passer autour. Moi, je crois qu'on a une occasion exceptionnelle de vraiment rentrer dans la dimension de l'entertainment comme le rugby n'y a jamais été avec cette compétition. Si elle est cohérente et qu'elle est bien expliquée dans les calendriers et qu'elle génère une économie qui fait que les prize money sont intéressants pour les clubs de la jouer à fond, on va avoir une belle nouvelle compétition. Et encore une fois, ça va obliger tout le monde. On est sorti pour moi du problème récurrent du rugby depuis quasiment qu'il existe, et au moins depuis qu'il est professionnel. C'est que tout le monde est aligné et a un intérêt commun à harmoniser les calendriers à l'échelle mondiale. C'est l'effet CVC, Jacques Reynaud? Alors, CVC n'est pas un actionnaire direct de PCR, c'est un actionnaire de nos actionnaires. Mais je dirais le sujet des calendriers se fait au niveau de World Rugby. Nous faisons partie du comité advisory, donc du comité consultatif de World Rugby sur les calendriers, en tant que PCR avec les ligues top 14, la première chiffre et l'URC. Et c'est dans cette instance-là que se discute beaucoup et se détermine beaucoup de l'harmonisation des calendriers pour la santé des joueurs. Jacques Reynaud, directeur général de l'EPCR, l'organisme qui organise la Champions Cup, voilà, et qui était notre invité spécial. C'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Voilà, on aurait plein d'autres questions, mais on est forcément pris par le temps. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. On remercie Johan, Philippe et toute l'équipe. Ça continue encore sur Sud Radio, parce qu'à suivre, il y a un match dans 1 heure qui est Clermont, Stade Français. Et puis les auditeurs ont forcément envie de réagir, Alex. À tout de suite sur Sud Radio.